Alors, je donne la parole maintenant à Madame, je crois, Samia, qui est là, Samia Abi-Jaoudé. Alors, je me permets d'être indiscret, mais on a eu beaucoup de Abi-Jaoudé, je pense que c'est d'origine libanaise. Vous avez une famille très médicale, où il y a beaucoup de collègues, d'amis, en tous les cas, qui viennent du Liban, et vous faites un travail sur l'estimation du risque de croissance rapide des méningiomes intracrâniens non traités chez les patients atteints de neurofibromatose de type 2, et vous cherchez la validation du score AIMSS dans les méningiomes des neurofibromatoses de type 2. Merci de me permettre de présenter ce travail. Effectivement, je suis libanaise et je suis spécialiste en neurochirurgie à la Pitié-Salpêtrière. Et nous avons pu faire ce travail l'année dernière concernant l'estimation du risque de croissance rapide des méningiomes chez les patients atteints de neurofibromatose de type 2. En fait, la NF2 est une maladie génétique rare, qui est autosomale dominante, qui est caractérisée par le développement de tumeurs bénignes intracrâniennes, mais aussi du système nerveux central par ailleurs. Le hallmark de la NF2, c'est des chevanomes bilatéraux, comme vous pouvez le voir sur cette imagerie, mais aussi les méningiomes intracrâniens, qui sont présents dans la moitié des cas. Près de 50% des patients NF2 ont des méningiomes intracrâniens, très souvent multiples, comme on peut le voir sur ces imageries de cette même patiente. En fait, un papier publié il y a quelques années par Stéphane Moutanier avait décrit l'histoire naturelle des méningiomes NF2. Il avait retrouvé que près de la moitié des patients NF2 avaient des méningiomes intracrâniens. Dans 3/4 des cas, ils étaient multiples et presque la moitié des méningiomes étaient amenables à une chirurgie ou à une intervention radiothérapeutique. Et en fait, il avait avancé le grand diagramme thérapeutique dans les méningiomes multiples des patients NF2, c'est quel méningiome traiter et à quel moment. Puisque c'est vrai que la plupart des méningiomes ont une croissance lente, mais on se retrouve parfois devant des cas comme celui-là, avec des méningiomes qui vont faire des croissances rapides. Ce méningiome occipital a doublé de volume en l'espace de 2 ans. Donc, c'est un grand besoin d'essayer de prédire à l'avance quel méningiome va avoir une croissance rapide en vue de traiter le patient avant qu'il ne développe des symptômes neurologiques parfois irréversibles. Il y a récemment un score qui a été publié concernant les méningiomes sporadiques qui essaie de prédire la vitesse de croissance de ces méningiomes. C'est un score qui va utiliser 4 critères radiologiques, le diamètre tumoral, la présence de calcification, l'œdème péritumoral et le signal en T2 à l'IRM. Et le score va donner, il est sur 11 points et ensuite va être stratifié en 3 groupes. Un groupe à risque faible de moins de 10%, un autre à risque intermédiaire et enfin un score très élevé où les patients vont avoir un risque supérieur à 50% de croissance rapide. Alors notre but était d'abord de voir les méningiomes NF2 à croissance rapide, essayer de les caractériser, ensuite de voir les facteurs prédictifs de croissance rapide dans ce groupe-là. Initialement, on s'était dit qu'on va essayer de créer un score par nous-mêmes. Et enfin, on a voulu valider et voir la reproductibilité du score IMSS dans les méningiomes NF2. Pour faire cela, on a fait une étude rétrospective de tous les patients suivis au centre de référence NF2 à la Pitié. Donc c'est 230 patients suivis entre 2012 et 2018. Parmi ceux-là, il y a 111 patients porteurs de méningiomes intracrâniens. On a dû exclure tous les patients qui n'ont pas de suivi supérieur à 2 ans pour qu'on puisse bien calculer la vitesse de croissance annuelle. Et on a exclu tous les patients qui n'avaient pas d'imagerie digitale. On a pu inclure 92 patients pour un total de 517 méningiomes. Parmi ceux-là, on a pu mesurer et évaluer 358 parce qu'il y avait des méningiomes qu'on n'a pas pu mesurer au moment d'une intervention, que ce soit chirurgie ou radiothérapie, mais aussi il y a certains patients qui pendant le suivi, à la suite de leur opération de chevalon vestibulaire, avaient des implants cochléaires ou des implants du tronc cérébral, et on avait des IRM artefactés du côté ipsilatéral à l'implant et on ne pouvait plus mesurer les méningiomes de ce côté-là. Pour mesurer les méningiomes, on a poussé toutes les imageries de tous ces patients-là, les 92 patients, sur le PAX. Et on a pu utiliser l'outil intégré au PAX pour calculer le volume. C'est un outil qui va nous permettre de faire soit une segmentation manuelle, soit une segmentation automatique. On peut corriger coupe par coupe pour calculer les volumes. Et on a calculé les volumes pour toutes les images de suivi. Et au final, on a intégré dans la base les volumes au diagnostic, le volume à la prise en charge, le volume à la croissance exponentielle et enfin le volume au dernier suivi.
Ensuite, on a défini la vitesse de croissance en deux groupes, une vitesse lente et une vitesse rapide. Et le cutoff était à 2 cm3 par an, qui est la valeur admise pour les méningiomes intracrâniens sporadiques. Après, on a fait une analyse univariée et ensuite multivariée sur divers paramètres démographiques, cliniques et radiologiques. Nos résultats, d'abord, on peut voir que les méningiomes NF2 ressemblent aux méningiomes sporadiques par la vitesse de croissance. La plupart ont une croissance lente et ils se situent dans ce groupe-là. Et il y a 60 méningiomes sur les 358 qui étaient à croissance rapide. Donc ça fait presque 17% des méningiomes. Mais il faut savoir que ces 17% des méningiomes existaient chez 40% des patients NF2 qui avaient des méningiomes intracrâniens. Donc 37 sur les 92 patients qu'on a vus avaient au moins un méningiome qui allait augmenter rapidement de volume. Ensuite, nous avons caractérisé ces 60 méningiomes et on n'a pas eu de grande surprise. Les méningiomes à croissance rapide sont diagnostiqués à un âge plus jeune, sont plus fréquemment symptomatiques, plus fréquemment opérés. Et quand ils sont opérés, ils sont plus fréquemment de grade 2. Et ceux qui ont une croissance rapide ont des récidives post-opératoires plus fréquentes, qu'ils soient de grade 1 ou qu'ils soient de grade 2. Ensuite, en analyse univariée, on avait d'abord retrouvé que l'âge jeune, le sexe mâle, la présence de symptômes étaient aussi des facteurs prédictifs de croissance rapide. Mais en analyse multivariée, on a retrouvé les 4 critères qui sont souvent décrits dans la littérature et qui sont décrits dans le score AMSS, qui sont un volume plus important au diagnostic, l'absence de calcification, la présence d'œdème péritumorale et une hyperintensité au signal T2. Fait important, il y a dans la NF2 un score génétique de sévérité qui est souvent discuté. On dit souvent que c'est un facteur de sévérité des méningiomes. En fait, on n'a pas pu retrouver de lien entre la sévérité du score génétique et une vitesse de croissance plus rapide. Et c'est vrai, alors que c'était vrai pour le lobe tumoral. Plus le score était sévère, plus les patients avaient des méningiomes, mais ça ne voulait pas spécifiquement dire qu'il allait augmenter plus vite. Comme on a retrouvé les 4 critères qui existaient dans le score, nous avons appliqué le score aux 358 méningiomes et nous avons pu alors valider le score AMSS dans les méningiomes NF2 et on retrouve les mêmes 3 groupes, un groupe à risque bas, un groupe à risque intermédiaire et enfin un groupe dès qu'on a un score supérieur à 8 où ils vont avoir quasiment 100% de croissance rapide. Pour appliquer tout ça à la clinique, je vous montre quelques cas. Ce petit méningiome, diagnostiqué en 2009, qui avait un score à 0. Donc il était à moins de 2,5 cm, il y avait une calcification en son centre, il n'y avait pas d'œdème péritumoral et il était hypodense en T2. Et en 2018, on voit son volume et si on va calculer sa vitesse de croissance, elle sera de 0,3 cm3 par an, ce qui veut dire que le score bas est assez prédictif de la vitesse de croissance. Voici un autre méningiome à croissance intermédiaire, qui avait un score intermédiaire mais qui a eu une croissance rapide quand même. Et enfin, ce dernier méningiome qui avait un score à 10 au diagnostic et qui en moins de 6 mois a quasiment quadruplé de volume puisqu'il a augmenté de 72 cm3 par an. Je vous remercie, je termine sur ça ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette présentation concernant les méningiomes? Dominique, tu dis quelque chose, sinon moi j'ai un commentaire. Oui, non, je voulais savoir, maintenant, il y a une application clinique, c'est ce que vous avez fait. Donc, quelle est votre application clinique? En fait, comme la première patiente que je vous ai montrée, qui a ces multiples méningiomes, qui souvent on se retrouve avec des patients en 38 ans opérés à plusieurs reprises des méningiomes, souvent dans les suites de symptômes. Et si on pouvait deviner à l'avance ou prédire à l'avance lequel aurait probablement une vitesse de croissance plus rapide, on aurait pu intervenir sur l'un ou l'autre plus tôt. Je crois qu'il y a une autre incidence, parce que je crois que votre équipe a fait un travail extrêmement intéressant aussi sur... alors je ne sais plus si c'est sur les méningiomes dans la neurofibromatose, mais c'est l'idée de la plastie cérébrale. Et que l'intérêt d'attendre dans les interventions pour méningiome, c'est que notre cerveau, contrairement à ce qu'on a appris sur l'anatomie avec les localisations bien précises, va progressivement développer d'autres aires qui fait que si le méningiome se développe doucement, on a parfois intérêt à attendre au contraire pour que éventuellement même rééduquer le patient pour lui faire déplacer certaines parties des fonctions cérébrales. Est-ce que c'est bien ça le concept qu'on pourrait avoir si c'est des méningiomes justement à croissance rapide? C'est une partie du concept.
Mais aussi, il y a eu pendant un certain moment une tendance à traiter des méningiomes qui au final peut-être qui n'ont pas été à croissance lente, qui n'ont pas été à croissance rapide et a posteriori, c'est des méningiomes parfois qui ont été irradiés et qu'au final ça n'a pas été aussi utile que ça parce que par exemple dans notre petite série là, il n'y a pas eu beaucoup d'irradiations, mais toutes les irradiations s'étaient soldées par un échec. Donc on aurait pu choisir d'opérer plutôt ces méningiomes-là, parce que toutes les irradiations, ils ont tous récidivé avec des croissances par la suite et ont été symptomatiques. Alors Pascal. Oui, la force de ces scores prédictifs, je dirais, sont souvent les deux extrêmes, c'est-à-dire de savoir ce qu'on ne fait pas ou on va faire. Dans la vraie vie, il y a aussi les formes intermédiaires, comme toujours, là. Alors, là, donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est de la localisation? C'est quoi? C'est dans la vraie vie, c'est quoi? Parce que là, le score, je dirais, a moins d'impact sur la décision. En fait, évidemment, dans les cas intermédiaires, ça dépendra. Au final, c'est un score qui va nous permettre de prédire, mais est-ce qu'il va influencer à coup sûr les décisions thérapeutiques? Quand on n'est pas dans un score à 10, on est, comme vous dites, dans une zone grise, et ça dépendra de la symptomatologie du patient, de l'œdème péritumoral, mais aussi de son lot tumoral par ailleurs. Est-ce que je peux vous permettre de vous poser une dernière question très précise? Ça n'apparaît pas du tout dans vos cliniques. Ah pardon, j'arrive. Est-ce que vous avez nulle part mentionné le problème des hormones? Et je croyais que les prises de pilules et les œstrogènes avaient une influence sur les méningiomes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? En fait, mon travail de M2, qui est un deuxième travail, a porté précisément sur les méningiomes et les progestatifs. En fait, c'est les progestatifs, pas les œstrogènes. Et en fait, dans les méningiomes à NAF2, ce n'est pas un facteur de risque bien démontré, parce que de toute façon, c'est des patients qui ont des méningiomes, des multiples méningiomes dès le diagnostic. Et on trouve, au moins dans notre série, les femmes avaient vraiment plus de méningiomes que les hommes de F2, mais c'était des patients qui étaient très rarement sous C'est une question annexe. C'est une contre-indication à la contraception hormonale, à ma connaissance, ou pas? Le méningiome? Non. Les microprogestatifs, en ce moment, ne le sont pas vraiment. Le grand progestatif qui est incriminé, c'est l'endocure. Oui. J'avais une question. Vous avez évoqué que vous alliez essayer de faire votre propre score. Quelle méthode est-ce que vous avez envisagée et est-ce que vous avez réfléchi à l'utilisation de modèles non linéaires, type réseau de neurones artificiels? Parce que la principale limite de ces scores, il n'y a pas énormément de variables et où les variables sont tranchées. Vous mettez croissance supérieure à 2 cm par an, mais qu'est-ce qui se passe entre ceux qui sont à 2,1, 1,9? Je pense que les modèles non linéaires, notamment basés sur l'intelligence artificielle, nous permettent de gagner une précision vraiment importante. On avait aussi essayé de faire une régression non linéaire d'abord, puis linéaire, pour voir si on pouvait prédire avec des paramètres une croissance pour que je puisse mettre des cutoffs différents que ceux qui sont proposés par le score, mais j'avais rien qui ressortait, à part ces 4 critères. C'est à ce moment-là qu'on s'est arrêté en fait. Puisque l'âge et tout ça n'est plus ressorti quand on a fait les régressions. L'intérêt de ces nouveaux modèles, c'est qu'on peut être très exhaustif sur les données et s'affranchir des cutoffs. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci.